Bonsoir, jusqu'au fond. Vous m'entendez, c'est bon? C'est comme ça? Ok, personne crie, donc c'est que c'est bon. Moi, je vais vous parler un peu du futur des effets graphiques sur le web. Alors, c'est un titre un peu pompeux comme ça, mais donc on va parler surtout de CSS et de voir un peu ce qu'on a aujourd'hui. Ça va être une slide. Et ensuite, à quoi on peut s'attendre dans le futur. Alors, rapidement, je m'appelle Vincent. Je suis formateur web dans une école, le NSG Géomatique, donc qui forme des géomaticiens, des ingénieurs géomaticiens. Je vous laisserai chercher ce que c'est. Et donc voilà, j'ai fait quelques sites qui parlent de CSS, donc notamment CSS3 Create. Et puis j'ai écrit un livre sur CSS3 aussi aux éditions Duno. Alors, voilà aujourd'hui ce qu'on peut utiliser plus ou moins dans les navigateurs. Donc CSS a révolutionné vraiment le web design. Avant, on était obligé tout le temps de passer par des images, de faire des astuces, en rajoutant des balises et tout ça. Et donc, grâce à tout ce qui est marqué là, donc les ombres, les text shadows, les box shadows, on a pu gagner du temps en maintenance et puis en rapidité. Et après, on a eu aussi tout ce qui est animation, transformation, toutes ces choses-là qui rajoutent beaucoup d'expérience à l'utilisateur d'un site web. Et donc, nous, on va aller un peu plus loin. Et on va essayer de voir 4 choses. Donc premièrement des fonctions d'image qui sont actuellement dans les specs mais qui sont assez cachées. Et ensuite on va parler des masques en CSS et en SVG, des exclusions et puis des filtres avancés. Alors les fonctions d'image. Vous avez une première fonction qui existe qui s'appelle crossfade, qui était initialement définie dans un standard en CSS 3 et qui a été repoussée pour un nouveau niveau de la spécification, et qui permet de prendre pour un fond 2 images et de faire un léger fondu entre les deux, tout simplement. D'accord? Donc une sorte de background opacity, quelque chose comme ça. Donc on peut faire un fondu entre images. Donc je vous ai dit, c'est dans le module qui s'appelle Image and Replace Content de niveau 4. Alors aujourd'hui, on peut l'utiliser dans Chrome et dans Safari uniquement, malheureusement. C'est ce que vous allez voir pendant toute la conférence là. Tout ce que je vais vous montrer, on ne peut pas l'utiliser très bien dans tous les navigateurs. Mais bon, c'est au moins pour savoir que ça existe et puis pour expérimenter, toujours pareil. Et du coup, on peut faire des transitions CSS entre images. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc ici, WebKit Crossfade, hop, 2 images en fond, en background d'image, et automatiquement, elles sont fondues l'une sur l'autre. Et à côté, vous avez la même chose avec une petite animation. Et donc, on peut faire des transitions CSS. Là, il n'y a pas de JS, il n'y a rien du tout. On dit juste, je fais une animation qui va de tant de pourcents d'opacité à tant de pourcents d'opacité. Et lui, ça range tout ça. Ça, c'est génial. Alors, ça aussi, c'est génial, mais je vais devoir switcher de navigateur. Donc là, on va passer dans Firefox. Hop, avec une fonction qui s'appelle Element. Alors Element aussi, elle est bien cachée, elle était pareille dans un niveau 3. Voilà. Et donc ça permet de faire une image dynamique à partir d'un élément de la page, et référencé par un identifiant. D'accord? Donc on lui passe un identifiant, et automatiquement, l'élément DOM HTML est récupéré et ça devient une image dynamique. C'est énorme. Pardon. Alors pareil, elle a été déplacée dans ce module de niveau 4 et elle est compatible que dans Firefox, mais depuis pas mal de temps déjà, depuis Firefox 4, donc ça date, avec la propriété -mods, -element. Et donc voilà ce qu'il est possible de faire. J'ai ici un élément avec du texte et une image. Et à côté, j'ai simplement un élément vide. D'accord, il est vide. Par contre, j'ai une image de fond qui est le rendu dynamique de ça. Donc regardez. Donc là, je peux pivoter ici pour bien voir que c'est juste une image. Si je sélectionne ça, ça sélectionne toutes les images. L'image dynamique est mise à jour directement partout. D'accord ? Et là, vous voyez que je l'ai mis avec un background size de 50% pour qu'on voit bien qu'on peut le répéter autant de fois qu'on veut et faire après tout ce qu'on veut avec. Si je supprime ça, vous voyez que l'image est mise à jour.
Donc là, avec ça, on peut imaginer plein de choses, on peut faire des réflexions, on peut faire tout un tas de trucs, puisque ça répète une partie du site. Donc pareil, sur un élément canevas. Donc ici, j'ai un canevas, je peux dessiner dedans. Et là, ce n'est pas des canevas, c'est simplement des backgrounds d'images qui vont répéter le canevas. D'accord ? On va faire un petit switch. Ah, c'est pas pratique ici, du coup, chez moi. Ok, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Hop, et on va parler donc des masques. Alors, les masques en CSS, c'est très récent, puisque la spécification est en niveau 1. D'accord ? Ça fait, je crois, moins que 6 mois qu'elle a été créée. Par contre, les navigateurs basés sur WebKit utilisent une ancienne syntaxe depuis 2008, et donc c'est cette syntaxe qui a tenté d'être normalisée au W3C. D'accord ? Donc, la première chose déjà pour faire un masque, donc un masque, ça permet de masquer une partie d'un élément, tout simplement. D'accord ? C'est la propriété clip qui est en CSS 2.1, qui est supportée partout et qui permet de rogner un élément en lui passant une fonction rect. D'accord ? On lui dit cet élément, ben, on va voir qu'une partie qui sera un rectangle de cet élément. Alors, ça ne marche que sur des éléments qui sont en position absolute. D'accord ? Et puis, ça ne marche qu'avec des rectangles. Du coup, vous avez une nouvelle propriété qui s'appelle clipPass, qui permet d'aller un peu plus loin, et qui va rogner un élément, mais cette fois-ci basé sur une forme. Et pour spécifier la forme, on a deux choses. Soit on va référencer un élément SVG clipPass, d'accord ? Donc l'élément SVG va être soit dans un fichier à part SVG, soit directement dans un document HTML5, ou alors on peut utiliser une fonction rect, circle, ellipse ou polygone directement pour rogner un élément. D'accord ? Et cette fonction, enfin cette propriété clipPass est compatible dans Firefox et dans Chrome. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc là j'ai une image, et ici j'ai clipPass, polygone, 0, 0, 100%, 100%, 0, 100%. D'accord ? Donc ça me fait un triangle. Ok ? Je peux ici directement rajouter des points. Si je dis 50, 50, et puis 100, 0. Hop. Voilà. Donc le polygone, on peut lui rajouter autant de points qu'on veut, et on peut donc rogner un élément de la page assez facilement. D'accord ? Sachant que ça, c'est animable. Alors, la seule particularité, c'est que dans Chrome, actuellement, c'est WebKit clipPass et on peut référencer qu'une forme, donc un polygone par exemple. Et dans Firefox, on référence un SVG. Donc là, vous pouvez tester après la présentation, je vous donnerai le lien. Donc c'est ce SVG là, vous voyez, c'est la même chose, mais c'est un élément SVG, on référence un polygone. Et ça va faire le même rendu visuel. Alors, les masques. À proprement parler, donc comme on pense dans Photoshop, si vous connaissez, des vrais masques avec des effets de flou, d'accord, des transparences. Donc la propriété masque permet de faire deux choses. Elle permet de référencer un masque en SVG, toujours pareil. Et en SVG, on peut avoir deux types de masques, soit un luminance masque, un masque de luminance, donc c'est basé sur les niveaux de gris de l'image, ou alors un masque de transparence, d'accord. Sachant que actuellement, on peut faire que des masques de luminance, sauf dans Firefox 23, je crois, on peut faire des masques d'alpha. C'est ce que je mets là. Donc ça, c'est compatible dans Firefox et puis dans les autres navigateurs, mais seulement sur SVG. Alors que Firefox peut appliquer un masque SVG sur n'importe quel élément HTML, et ça, c'est assez fort. Et la deuxième utilisation de masque, c'est comme background image. Donc avec tout ce que vous connaissez, background image, c'est-à-dire toutes les déclinaisons, on peut créer un masque directement, soit en lui passant une image PNG ou GIF, c'est-à-dire avec de la transparence, soit en créant un dégradé CSS à la volée, qui va contenir aussi de la transparence, qui va masquer l'élément sur lequel on l'applique. Donc masque image, masque position, masque et ainsi de suite. Et ça, c'est compatible dans WebKit,
depuis pas mal de temps, puisque je vous disais que en fait, c'était une ancienne spécification qui était que WebKit. Donc vous voyez, même Android 2.1, c'est compatible. Donc voilà typiquement ce qu'on peut faire, une image. Et puis ici, j'ai un moins WebKit mask, linear gradient de black vers transparent 75%. Ok. Donc de la même façon, pour être sûr que ça marche, si là je mets 50%, hop, vous voyez que ça coupe à la moitié. Si mon dégradé, je ne veux pas qu'il aille du haut vers le bas par défaut, mais qu'il aille vers la droite. Hop. Et voilà. Ok. Toujours pareil, pour Firefox, on ne peut pas encore référencer de cette façon, on est obligé de référencer un masque SVG. Donc ici, vous avez le code pour faire un masque en SVG. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même regarder un peu comment ça marche. Donc vous avez un élément masque, un élément rectangle qui va faire la taille de ce qu'on veut masquer et qui va être rempli, fil, avec l'identifiant du linear gradient qui va de blanc vers noir. D'accord ? Donc là c'est un masque luminance, donc plus c'est blanc, plus c'est visible, et plus c'est noir, moins c'est visible, ou plus c'est caché. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les masques. Donc là j'ai simplement un logo et quand je passe dessus, il se passe rien, c'est énorme, je trouve. Donc je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. On va recharger, mais... Non, bon, c'est pas grave. Si je peux essayer de switcher sur... Là. Voilà. Donc un petit effet de surbrillance. Donc comment ça marche? Donc j'ai fait un petit tutoriel sur mon site si vous voulez aller voir. Mais en gros, j'ai donc une image qui est entourée dans un élément. Cet élément, je lui ajoute un pseudo-élément qui est par-dessus. Dans ce pseudo-élément, je fais un dégradé radial qui va être transparent vers blanc vers transparent. Donc ça va faire un petit trait blanc. Je le positionne ici en background position. Et lors du survol, hop, je l'anime pour aller de l'autre côté. Et surtout, je le masque avec l'image. Donc je ne le vois qu'à travers en fait l'image. Hop, et voilà. Et là, il y a allez, 20 lignes de CSS et 0 ligne de JS, quoi. Alors, les exclusions et les formes. Donc ça aussi, c'est un nouveau module CSS qui s'appelle Exclusion and Shapes Level 3. Et donc, il y a deux notions, les exclusions et les formes, justement. Donc, les exclusions, c'est en gros similaire à float. D'accord ? Quand vous mettez un élément float, left ou right, le flux de la page contourne cet élément. D'accord ? D'un côté ou de l'autre. Et donc là, une exclusion, c'est de dire... c'est comme float, mais peu importe où se trouve l'élément dans la page, le contenu va tourner, et puis c'est moi qui vais décider s'il tourne à droite, à gauche, ou des deux côtés à la fois. Et ensuite, la deuxième notion, c'est les formes. C'est-à-dire que par rapport à cette exclusion, je vais pouvoir dessiner une forme, invisible, abstraite, mais le contour va, le flux va contourner mon exclusion en suivant cette forme. Moi, ça m'éclate. Et donc c'est compatible actuellement dans Chrome en activant un flag. Alors activer un flag dans Chrome c'est pas compliqué, il suffit de taper about2.flags et puis d'aller chercher le bon, de faire activer et de relancer Chrome. Voilà. Mais ça vous permet vous de tester, mais chez les clients, chez les utilisateurs, eux ils le font pas. Et puis dans IE10, d'accord. Alors malheureusement, j'ai voulu essayer d'installer une machine virtuelle sur mon petit ordi là. Et non, elle a dit je peux plus. Donc je ne pourrais pas vous le montrer avec IE10. C'est dommage parce qu'il y a un truc qui ne marche que dans IE10, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des ordinateurs avec Internet Explorer 10, on pourra tester. Alors première propriété CSS, Wrapflow, qui permet donc de définir votre exclusion. D'accord ? Et puis on lui passe de quel côté on veut que le contenu tourne. Donc soit start, c'est-à-dire entre guillemets pour nous c'est left, mais dans les specs du W3C, tout s'internationalise
Donc il n'y a plus de left to right, il y a start to end. Comme ça permet directement de basculer dans des langues qui s'écrivent différentes, enfin dans le sens inverse. Donc start to end et boss des deux côtés. Donc ça définit une exclusion, et puis peu importe sa position dans la page et son mode de positionnement. D'accord? Donc on peut la positionner en absolute, avec flexbox, avec grid, ou n'importe quoi. Peu importe où ça se trouve, ça va contourner. Malheureusement, c'est compatible que IE10, cette propriété-là. Et donc, voilà une démo qui ne marche que dans IE10. Et comme je n'ai pas IE10, ça ne marche pas. D'accord? Mais croyez-moi, ça marche normalement. Et donc le principe, c'est que autour de la pizza, ici, eh bien, je n'ai pas de texte. Et le texte passe ici, hop, et il va de l'autre côté, directement. D'accord? Donc ça contourne. Alors ça contourne, ça fait un rectangle vide autour. D'accord? Mais par contre, on a les formes, donc shape, outside, pour définir autour de l'exclusion la zone que le flux va devoir contourner. Donc définit la forme, le flux suit cette forme. On a plusieurs types de formes, les formes rectangle, cercle, ellipse ou polygone, un peu comme pour ClipPass tout à l'heure. Et il existe aussi shape inside, donc on peut dire le flux reste à l'intérieur de ma forme et puis tu vas suivre telle forme. Et ça c'est que compatible dans Chrome 28 avec un flag. Et ça tombe bien, j'ai Chrome 28. Donc ici j'ai ici la bière et là-bas la pizza, et vous voyez que j'ai fait sur chaque élément une forme et le texte suit automatiquement cette forme. Ok? Donc le code il est là, donc l'exclusion à gauche elle est en flottante à gauche, donc actuellement dans Chrome ça marche que sur les flottants, mais ça marche, hein, on peut quand même tester. Et vous voyez que j'ai un polygone ici avec plusieurs points, hein, et donc on définit tous ces points comme ça. Et puis la right c'est simplement un cercle qui définit que autour de la pizza le texte va contourner en suivant un truc. Ici si je mets 150, est-ce qu'on va voir la différence? Ouais. Ici si je mets 150. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mis les deux premiers points, au lieu de me les mettre à 100, je les ai mis à 150. Mais du coup, on voit bien que ça contourne la forme que j'ai définie. Alors actuellement, c'est pas très pratique à faire, puisqu'il faut définir chaque point en pourcentage, donc il faut aller passer par un logiciel, définir, ok, mon point il va être là, il va être là, il va être là, il va être là. À l'avenir, peut-être qu'il y aura une possibilité d'utiliser directement la couche alpha, donc la transparence des images pour gagner du temps. Alors, dernière petite chose, les filtres. Donc il existe 3 types de filtres, entre guillemets, qui sont dans ce module Filter Effect, qui date à peu près d'1 an. Les filtres raccourcis, donc ça c'est vraiment pratique à utiliser. Les filtres SVG classiques, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut faire des choses beaucoup plus puissantes, comme toujours. Et puis les filtres qui s'appellent custom, autrement appelés les shaders. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, filtre raccourci, voilà, tout simplement, on écrit ça en CSS, filter de point blur 5 pixels, et hop, l'élément est flouté à 5 pixels. C'est tout. Il existe 10 fonctions, donc vous pouvez mettre en niveau de gris, vous pouvez mettre en négatif, vous pouvez changer le contraste, changer la luminosité des images, on va vraiment faire tout ce que vous voulez. Alors on parle beaucoup des images avec ça, bien sûr, mais on pourrait très bien aussi utiliser le filtre contraste pour de l'accessibilité, hein. Dire on choisit des couleurs et puis quand on va être sur mobile, je vais augmenter un peu le contraste parce que des fois le soleil on voit pas bien et tout ça, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça c'est compatible dans Chrome, Safari et iOS. Voilà. Donc on peut déjà utiliser. Alors ça pose quelques petits soucis de performance, mais bon. On l'oublie vite. Hein. Alors les filtres SVG classiques, donc là on va utiliser vraiment donc, du SVG avec des primitifs de filtres qui vont nous permettre de faire des opérations sur les couleurs, vraiment sur l'étape de compositing du rendu de notre page. D'accord ? Donc là ça se complexifie un petit peu, et ça, donc l'utilisation de ces filtres SVG, c'est compatible dans Firefox sur tous les éléments, et dans les autres navigateurs sur les éléments, mais seulement SVG.
Alors on peut utiliser une image en SVG, on peut utiliser du texte en SVG, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça perturbe toujours un peu. Alors voilà juste un petit exemple. Donc 4 images, d'accord. Et je dis ça. Hein. Donc quand je survole un élément, les autres, entre guillemets, donc UL over, donc quand je survole l'élément parent, et que je ne survole pas, eli 2.note, 2.over, un élément, alors l'image qui est dedans. Donc c'est-à-dire que les 3 autres qui ne sont pas survolés seront eh bien, en niveau de gris et floutés à 5 pixels. Je sais pas pourquoi. Bah non, ça marche pas, mais du coup, je sais parce que j'ai pas le hover en fait. Tu vois, mais tu pas activé le flag. Oui, non, mais tout est activé, c'est juste j'ai pas le hover. Voilà, on va cliquer dessus, c'est mieux. Bon, bah quand je clique, ça marche. Donc là, quand je clique, vous voyez que les autres images sont floutées en niveau de gris. Alors vous voyez, vous avez peut-être vu, hein, avec votre œil aguerri, qu'il y a des petits soucis. Hop, ça passe à un moment dessus-dessous. D'accord. Ça c'était pas dans Chrome 26 par exemple. Et puis dans Chrome 28, il y a ça. Donc il faut progressivement, à chaque fois, expérimenter, et puis surtout faire des feedbacks pour dire, ben, moi dans ma démo ça marche plus, alors après c'est des régressions, des choses comme ça qui sont mises en place, mais c'est bien d'expérimenter pour justement tester ça. Alors pareil ici, si à la place de grayscale je mets autre chose, invert, hop, ben, les autres se passent directement en négatif. Donc ça, vous voyez, c'est assez facile à mettre en place. Bon, ça peut poser des problèmes de performance, comme je disais, plus bas. Hein. Pas plus bas, tout à l'heure. Plus bas, c'était ça, je voulais dire. C'est les SVG, les filtres SVG pour Firefox. Donc voilà, c'est la même chose, mais avec un filtre SVG. Donc vous avez juste 2 primitives, un Gaussian Blur, d'accord, et puis un Color Matrix pour changer la couleur des pixels. Donc ça, vous allez sur la spec, hein, puis vous avez le code, hein, il vous le donne, hein, il suffit juste de le récupérer. Pour savoir comment changer en niveau de gris, ce genre de choses. Hop. Voilà, donc là, un truc qui marche que dans Firefox, parce que j'ai que un filtre SVG, c'est une ombre interne. Donc le filtre, ici, utilise plusieurs primitives de filtre, et les unes mises à la suite des autres, font qu'on arrive à créer une ombre interne, en récupérant la couche alpha, en la décalant un petit peu, en faisant un flou, en la remergeant avec le fond, et ainsi de suite. On arrive à faire des choses un peu complexes. Donc là, vous voyez, hein, facilement. Sachant que ombre interne ici, c'est juste du texte, c'est un paragraphe, hein, tout simple, que voilà, on peut sélectionner comme ça. Ah oui, et il applique le filtre sur la sélection. Alors, on termine avec les filtres avancés. Donc toujours la même utilisation de filter. Par contre, là, on utilise une fonction custom, et on va lui passer pas mal de petites choses. Alors les filtres avancés, donc les shaders, vont nous permettre de manipuler le DOM de manière assez bluffante et similaire aux shaders de WebGL. D'accord. Donc en gros, on a 2 fichiers. Un fichier vertex, qui est donc un vertex shader, qui va modifier le maillage, c'est-à-dire la position des points d'un élément, d'accord, en 3D. Et puis on a un deuxième fichier qui va s'appeler le fragment vertex, qui va cette fois-ci, lui, s'attaquer à modifier les couleurs. D'accord. Parce que quand on modifie un élément en 3D, eh bien, il faut que, en fonction de la lumière, ça se fonce ou ça s'éclaircisse pour que le rendu fasse vrai. D'accord. Donc ici, on lui passe les deux fichiers. On définit notre maillage via CSS. Donc 40-40 ici, en fait, c'est le nombre de colonnes et le nombre de rangées que je veux définir. Donc je vais avoir plein de petits triangles en fait à chaque fois qui vont être créés. Et puis je vais lui passer des variables vers les shaders. D'accord, que je peux après utiliser, puisque ça, là, c'est des fichiers hein, à part, avec du code spécial. Et du coup, comme je peux lui passer des variables, qu'elles peuvent changer entre l'état normal et l'état survolé, je vais pouvoir animer d'une étape à l'autre. Et donc ça, c'est compatible dans Chrome avec un flag. Donc voilà le logo HTML5. Hop.
Je le refais. Hop. Donc ça, il y a une ligne de CSS. Alors bien sûr, il faut après aller voir les fichiers derrière. C'est un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. D'accord ? Je vous ai dit c'est similaire à WebGL, mais en fait ça simplifie énormément WebGL. Moi j'y connaissais rien du tout, j'ai regardé un peu, bon ça m'a apparu imbitable tout de suite. Puis après en me remettant un peu dedans, j'ai réussi à prendre des choses et à réussir à faire ce petit effet par exemple. Ou un peu plus... Ah oui, il n'y a pas de réseau, donc c'est normal, c'est pas très grave. Ou un peu plus appliqué, hop. Donc là pareil, on relève le petit truc avec un petit effet comme ça. Voilà. Alors là, c'est joli, mais c'est pas du tout utilisable, hein, tout est calé au pixel près. Je peux pas cliquer ici parce qu'en fait l'image est par-dessus. Il y a tout un problème. D'accord ? C'est juste un rideau, il n'y a rien derrière. Voilà, je vous ai mis quelques ressources. Alors j'avais donné une conférence similaire, mais un peu moins avancée l'année dernière, avec d'autres petits trucs, vous pouvez aller voir. Et puis différents articles sur les masques, les exclusions, et puis les shaders. Sachant que Adobe a mis en ligne un truc qui s'appelle le CSS Filter Lab, où on choisit ses shaders, et puis c'est exactement ce que je vous ai montré, hein. Mais on peut changer les trucs et tout ça, une interface graphique, c'est très beau. Voilà, bah merci beaucoup. Donc les slides sont ici, hein, vous pouvez y aller directement, c'est en ligne. Voilà, merci. Allô ? Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous êtes des gens... Je vais faire passer le micro, hein, donc... Ouais. Moi j'ai une petite question justement concernant la dernière spécification, les filtres, les shaders CSS. Est-ce que tu as des ressources, des endroits où tu as appris, où tu as vraiment bidouillé, Non, j'ai... Attends, les choses parce que ça m'intéresse aussi, mais j'arrive pas. Donc en fait, pour les shaders, j'ai vu 7 présentations. Introduction to Custom Shader, c'est une présentation en ligne, mais où le mec te parle en même temps et il l'explique tout seul, sans bruit, sans rien. C'est vraiment très vidéo. C'est une vidéo, c'est assez clair. Et du coup, tu as l'exemple à côté, tu peux tester directement ce qui se passe. Donc, quand tu as fini de regarder la vidéo, tu te dis c'est génial. Et puis ensuite, lui te donne plein de ressources pour justement aller voir des tutos. Alors là, c'est un peu complexe. Mais ce que j'ai fait moi surtout, c'est que je suis allé là-dedans, dans CSS Filter Lab. Tu prends une démo qui t'intéresse, où ils te font un effet, retourner, machin. Tu cherches le fichier qui va bien, tu regardes, tu essaies de comprendre un peu. Alors il y a plein de trucs que tu comprends pas, donc t'enlèves. Et puis ça marche plus, donc tu remets. Et au final, bah, tu essayes de comprendre un peu pourquoi ça marche plus, et puis tu arrives à faire 2-3 petits trucs, quoi. Mais ça c'est pas, voilà, c'est pas super simple. Enfin, moi qui connaissais pas du tout WebGL et tout ça, c'est vrai que c'est pas tout de suite évident. Je voulais juste savoir. Ok, ça marche. Parce que là, à la base, on me disait qu'on se séparait bien. Donc, avec l'HTML, on mettait du contenu, CSS, la présentation, et JavaScript, tout ce qui est animation et autres. Et là, on a plus l'impression que CSS voilà, fait de plus en plus d'interactions. Donc, est-ce que enfin, là, c'est vraiment une voie choisie par les normes, ou est-ce que c'est un peu une voie un peu ambiguë? Surtout, par exemple, sur l'exemple où tu avais dit voilà, il y avait un effet de relevé en 3D et que justement on ne pouvait rien faire. Donc, si c'était en JavaScript, on pouvait faire bidouiller quelque chose pour pouvoir cliquer sur les éléments derrière, alors que là, j'ai l'impression qu'on va être vite, c'est très limité en fait. On va juste avoir un petit retour dessus. Alors, sur le concept, je sépare le contenu de sa forme, de l'interaction. C'est vrai que CSS rentre de plus en plus dans ce qu'on faisait avant avec JavaScript, mais on le faisait avec JavaScript parce qu'on ne pouvait pas le faire avec autre chose. D'accord ? Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire avec CSS, on ne va pas s'amuser à faire un élément qui va se déplacer dans ta page comme ça, en JavaScript, parce qu'on peut le faire facilement avec CSS et que, mine de rien, c'est de la mise en forme. D'accord ?
faut vraiment voir JavaScript comme tout ce qui est applicatif, faire des jeux, par exemple. Là, tu peux pas faire que du CSS. À un moment, tu es obligé d'interagir avec des choses. Donc là, c'est là où la limite va se faire plutôt. Et pour le dernier exemple, là où ça se surélève et qu'en fait, tu peux pas cliquer derrière, c'est tout simplement parce que c'est encore expérimental. Là, il n'y a que Chrome en activant un flag, parce que c'est Adobe qui travaille dessus et qui travaille un peu sur WebKit et qui arrive à voilà, rajouter des choses progressivement à ça. Mais ça marche pas, mais dans 5 versions, ça marchera très bien. Hein. Il n'y aura pas de souci, ou ça va être géré de toute façon. D'autres questions? Apparemment. Bon, bah merci.